Bienvenue sur Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Amadou Bokoum. Amadou Bokoum est le directeur général de l'Office du lac de Guiers. Amadou Bokoum a été ancien ambassadeur du Sénégal en Inde, ancien consul du Sénégal à New York et ancien haut fonctionnaire des Nations Unies qui a servi en Centrafrique et à Madagascar. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de GFM chez vous pour parler de ce qui se passe à Saint-Louis. L'Office de la Guerre est installé en Saint-Louis. M. Amadou Bokoum, merci d'avoir accepté notre invitation. On parle beaucoup de l'Office du lac de Guiers. C'est quoi l'Office du lac de Guiers? Merci Alassane. Je voudrais aussi remercier les téléspectateurs de votre chaîne. L'Office du lac de Guiers est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a été mis en place au mois de janvier 2010 pour s'occuper de la gestion et de la planification des eaux du lac de Guiers et du système du lac. Le lac de Guiers, c'est la principale dépression d'eau douce à l'intérieur du Sénégal. Se trouve entre Richard Toll et Keur Momar. C'est un lac long de 50 km et large d'environ 7 km. Il est entouré d'une structure de digue d'environ 34 km et d'un barrage à l'entrée du canal de la Taouie à Richard Toll, sur le pont de Richard Toll, et des ouvrages aussi de chasse qui se trouvent à Keur Momar pour permettre à l'eau de sortir dans le bas Ferlo. Le lac a une contenance minimale de 450 millions de mètres cubes par an et une contenance maximale de 750 millions de mètres cubes. Il alimente 70% de l'eau à Dakar, donc, à travers deux usines, celle de Nit et de Keur Momar. Donc les Dakarois, 70% de la consommation d'eau viennent du lac de Guiers. Absolument. 70% de l'eau consommée à Dakar vient du lac de Guiers à travers deux installations extrêmement importantes. Celle de Nit qui fait à peu près 45 000 m3 jour et celle de Keur Momar qui fait à peu près 130. Ce sont des ouvrages qui sont la propriété de la SONES et qui sont exploités par la SDE qui distribue l'eau donc à partir de là. Mais quelles sont les actions que vous menez au niveau du lac de Guiers pour que Dakar connaisse moins de pénurie d'eau? Parce qu'on parle de plus en plus en période de chaleur où il y a des difficultés dans certains quartiers à avoir accès à l'eau. Bon, le problème de la pénurie d'eau n'est pas lié au lac de Guiers. Le lac de Guiers, la contenance du lac, on ne peut pas l'épuiser. Actuellement, Dakar prend 185 000 m3 jour. Le lac est en mesure de donner au minimum 500 000 m3 jour. Donc le problème ne se pose pas au niveau de la quantité d'eau disponible au niveau du lac. Le problème se pose au niveau des capacités de traitement, donc des usines, et de la conduite qui amène cette eau jusqu'à Dakar. Ça, ce sont des investissements extrêmement lourds qui ont été faits et qui continuent à être faits. Il y a actuellement, donc c'est 70%, sans compter le nombre de forages qui sont le long de la conduite, à partir de Kébémer jusqu'à Thiès, et qui tous alimentent le réseau pour que l'eau arrive à Dakar dans de bonnes conditions, et de l'eau de bonne qualité. Mais le paradoxe, c'est que le lac de Guiers est entouré de villages qui n'ont pas accès à l'eau. La plupart des populations s'émeuvent du fait qu'il y a l'eau qui est disponible à côté, qu'elles ne puissent pas avoir accès à l'eau. Pourquoi? Bon, ça c'est une réalité historique. Il faut se dire que les usines, la première usine faite sur le lac date de 1971. La deuxième, je crois que c'est aux environs de 2004. Et tous les villages ne sont pas raccordés, notamment les villages autour du lac. Mais aussi, il faut dire que sur le réseau de la SONES, il y a à peu près 190 villages qui sont déjà raccordés. Ça, c'est le long de l'ALG. L'ALG, c'est l'alimentation lac de Guiers. Autour du lac, nous avons recensé à peu près 177 villages qui n'ont pas d'eau. Et aujourd'hui, le président de la République avait, au mois de décembre, le 20 décembre, je crois, 2012, durant le conseil interministériel de Louga, le conseil des ministres décentralisé de Louga, il s'était ému de l'injustice qui est faite au niveau des populations qui vivent autour du lac et qui n'ont pas d'eau potable. Mais jusqu'ici, ce qui est en train d'être fait, il y a des actions qui sont prises et qui sont en train d'être prises. Lesquelles? Déjà, nous sommes en train de raccorder 51 villages. Ces 51 villages, le financement est là, l'entreprise
au travail et il y en a qui sont raccordés et d'autres sont en cours de raccordement. Le gouvernement a augmenté encore le financement au niveau de l'Office du lac de Guiers pour que nous puissions compléter le reste des villages. Donc c'est à peu près 126 villages restants. Nous allons lancer l'appel d'offres dans les prochaines semaines. En termes d'échéancier, quand est-ce que peut-on dire que ces villages-là auront accès à l'eau? Les villages, il y en a des gens qui ont commencé à avoir accès à l'eau. Des villages de la zone de Mbane, par exemple. Il y a certains villages qui n'ont jamais eu d'eau potable. Ils viennent d'en avoir. Ils consomment déjà l'eau. Des villages comme Foss ont déjà de l'eau potable qui coule dans le robinet. Ce sont des bornes fontaines dans les villages. L'échéance, je peux dire, d'ici la fin 2016, l'ensemble des 177 villages autour du lac de Guiers seront connectés au réseau de la SONES pour pouvoir avoir de l'eau. Pour la qualité brute de l'eau qui est puisée au lac de Guiers? La qualité brute de l'eau qui est... les missions de l'Office du lac de Guiers, c'est justement de maintenir la qualité de l'eau, de maintenir une quantité suffisante pour qu'il n'y ait pas de manque d'eau au sein du lac. Nous allons, après l'achèvement du projet de restauration des fonctions économiques et écologiques du lac de Guiers, financé à hauteur de 80% par la Banque africaine de développement, 15% l'État du Sénégal et 4% par le Fonds mondial de l'environnement. Tout cela, ça fait combien de milliards? Ça fait 13,9 milliards. Donc nous allons actuellement, la capacité de transit de l'eau à travers le lac va être doublée. Elle va passer de 1,2 milliard à 2,1 milliards par an. C'est-à-dire l'eau qui passe du fleuve vers les exutoires comme le Baferlo. Nous allons réhabiliter 10 km de ponts, d'ouvrages qui étaient suffisamment endommagés et ça limite la capacité de stockage. Nous sommes en train de mettre en place un ensemble de capteurs automatiques pour surveiller la qualité de l'eau, notamment la turbidité, notamment les nitrates. Donc il y a 9 paramètres qui sont transmis en temps réel pour permettre justement de surveiller en permanence la qualité de l'eau. L'augmentation du transit au sein du lac va améliorer grandement la qualité de l'eau puisque c'est de l'eau qui est renouvelée pendant les périodes de crue. Donc c'est un phénomène extrêmement important à ce niveau-là. Tantôt vous parlez de la restauration des fonctions économiques du lac de Guiers. Quelles sont ces fonctions? Les fonctions économiques du lac, c'est déjà le fait de donner de l'eau en quantité suffisante et en qualité à tous les établissements humains le long de la conduite, les villages qui sont autour et la ville de Dakar. On peut estimer qu'à peu près 4 millions de personnes pourraient bénéficier de l'eau disponible au niveau du lac. La deuxième chose, c'est avec la remise en état de l'ensemble de ces fonctions, nous estimons qu'il y a à peu près 30 000 hectares supplémentaires de terre qui pourraient être irrigués. Au niveau de l'élevage, il y a à peu près 2 millions de têtes de bétail qui viennent s'approvisionner chaque année sur les bords du lac. Et il y a aussi des activités économiques au niveau des populations qui vivent autour, notamment la pêche qui va grandement augmenter, la pisciculture qui peut être générée et surtout le fait de la remise en eau d'un des exutoires du lac qui est le Ndiaël. Le Ndiaël, c'est une dépression qui se trouve à quelques kilomètres de Ross Béthio. C'est au sud donc, du Djoudj et c'est l'une des plus grandes réserves d'avifaune du Sénégal. Elle fait à peu près 20 000 hectares et elle est asséchée pratiquement depuis 30 ans. Elle va être remise en eau. Il y avait un ensemble de populations qui vivaient autour, dont certaines ont même émigré, sont parties vers la Mauritanie et autres. Avec la remise en eau du Ndiaël, nous estimons qu'il y a un ensemble d'écosystèmes qui vont d'abord revivre, mais aussi des activités économiques, puisque les populations vont revenir, et aussi l'écotourisme, pour lequel le projet est destiné à financer cela. Mais cette remise en eau demande des travaux qui seront faits. Ah oui, c'est des travaux, c'est des travaux gigantesques. Les travaux vont démarrer, nous l'espérons, au mois d'août prochain. Mais il y a certains travaux qui ont déjà démarré, c'est le canal d'Amné. Il y a un canal de 28 km qui s'appelle le Yétillon. C'était un ancien cours d'eau qui s'est refermé du fait du manque d'eau. Avec l'arrivée du barrage de Diama et tout ça, on a suffisamment d'eau, mais l'exutoire que constitue le Yétillon n'était pas aménagé. La compagnie Seine-Huile est en train de remettre en état 15 km sur les 28
Et nous avons commencé les travaux pour remettre en état les 13 km restants, avec des ouvrages de franchissement, avec des exutoires aussi pour permettre aux populations d'avoir de l'eau tout autour. On parle d'autosuffisance alimentaire. L'eau est importante dans l'agriculture au Sénégal, dans tous les pays du monde. On a vu dans des pays comme l'Inde et dans d'autres pays, c'est avec justement la maîtrise de l'eau qui leur permet aujourd'hui d'avoir des performances du point de vue agricole. Est-ce que ce lac de Guiers peut participer justement à cette performance et comment? Ah oui, le lac de Guiers est au centre de ce dispositif. Le lac de Guiers se situe dans... Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire est en plein dans le plan Sénégal émergent, au sens où nous allons permettre la mise en valeur de plus de 30 000 hectares. Nous aurons des capacités aussi de pouvoir transporter de l'eau où on veut, à l'intérieur du pays. C'est ce qu'on pourrait appeler le phénomène de transfert, parce qu'on le fait déjà, le transfert, c'est à partir du lac de Guiers jusqu'à Dakar, c'est un transfert d'eau. Et il est possible de faire d'autres transferts vers d'autres destinations à l'intérieur du pays. Ça, ce sont des éléments extrêmement importants. Et il ne faut pas oublier que le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, duquel nous dépendons, a en charge y compris l'eau agricole. Donc la maîtrise de l'eau est au centre du dispositif de ce que nous faisons, de ce que fait le ministère duquel nous dépendons. Mais quand on parle de ça, on parle de création d'emplois. Comment les jeunes aujourd'hui qui sont dans cette zone peuvent avoir accès justement aux terres? Le foncier, c'est un grand problème, parce qu'on a vu avec ce qui s'est passé avec Mbane, le scandale que ça avait soulevé ici. Comment allez-vous gérer ces questions pour permettre à ces jeunes-là d'avoir accès à la terre, à l'eau, pour pouvoir faire des métiers agricoles? Nous ne gérons pas la terre. Nous, ce que nous gérons, c'est l'eau au niveau du lac de Guiers. Et nous sommes impliqués aussi dans les questions foncières. Notamment actuellement, nous avons dégagé quelques ressources pour aider la Commission nationale de réforme foncière pour faire son travail. Il est évident qu'autour du lac, c'est un enjeu extrêmement important. La plupart des terres autour du lac sont occupées. Certaines sont occupées de manière anarchique, ce qui d'ailleurs influe de manière négative sur la qualité de l'eau, puisque les gens qui cultivent autour du lac peuvent être aussi des sources de pollution. Donc c'est à ce niveau où nous sommes intéressés. Nous sommes en train de prendre un certain nombre de mesures pour essayer de mieux préserver le lac. Mais la Commission nationale de réforme foncière a déjà pris acte du caractère spécifique de l'espace autour du lac de Guiers pour permettre justement sa conservation. Maintenant, en termes d'emploi, je pense que dans les calculs que nous avons faits dans le projet qui va être mis en œuvre, qui est en train d'être mis en œuvre, nous estimons que du fait des effets positifs qu'il va induire, il y aura environ 3000 emplois qui devront être créés. Pour quand? À partir de maintenant, c'est un problème d'impact et d'effet. C'est-à-dire que si on met de l'eau en abondance et qu'on permet à des terres d'être irriguées, il y a naturellement des emplois qui vont se créer, de l'emploi agricole. L'autre aspect, c'est en aménageant le Ndiaël et en faisant revivre tout ce qui se trouve autour, il y a des emplois qui vont se créer. Directement au niveau du projet, nous allons aider à la création d'emplois dans le domaine de l'écotourisme, en construisant par exemple un campement pour les populations autour du Ndiaël. Nous allons aussi financer des barques d'embarquement pour les touristes, comme ce qui se trouve au Djoudj, pour permettre justement aux populations de gagner de l'argent en faisant naviguer les touristes sur le plan d'eau. Nous finançons aussi des activités nous allons financer aussi des activités de pisciculture pour les femmes et des micro-projets. Justement, les métiers agricoles, ce n'est pas donné à tout le monde de le faire sans une formation. Quand on parle d'agriculture, les gens pensent qu'il faut juste savoir avoir une houe, une daba et cultiver. C'est une formation que ça demande. Quelle est justement votre part dans ce volet de formation pour permettre aux jeunes d'être formés, de pouvoir faire de l'agriculture, de la pisciculture et de faire de l'écotourisme, parce que ça demande une formation? Oui, absolument. Au niveau, par exemple, au niveau du Ndiaël, par exemple, il y a une association qui regroupe à peu près 32 villages. Cette association est l'un des partenaires du projet dans le cadre de la création justement de ces emplois qui sont de l'auto-emploi et des emplois pour les femmes, pour la transformation de produits agricoles, de produits halieutiques et dans l'écotourisme. Nous avons prévu de former à peu près 800 personnes durant tout le cycle du projet, à partir de 2015 jusqu'en 2018. Donc les 4 prochaines années, nous allons former à peu près 800 personnes
pour que ces personnes puissent maîtriser concrètement les actions qui seront initiées à ce niveau-là. Quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour avoir accès à cette formation? Non, c'est les conditions qui seront... C'est un élément de dialogue avec les villageois déjà. Ces 32 villages sont déjà organisés et bien structurés. Et c'est elles qui vont mettre en place le dispositif avec, nous avons en assistance l'Union internationale pour la conservation de la nature, nous avons la direction des eaux et forêts, nous avons la direction des établissements, de l'environnement et des établissements classés, qui sont tous des intervenants avec lesquels nous avons des conventions qui vont aider justement non seulement à la formation, mais aussi à la préservation de cette nature qui va être remise en état. Est-ce que les conditions sont aussi remplies pour préserver? C'est vrai que le foncier n'est pas dans votre domaine, parce que quand on parle de terre, on parle d'accès à l'eau, de plus en plus, puisque l'agriculture est devenue le maître mot aujourd'hui de la gestion de ce pays, il y aura une ruée des gens vers l'agriculture. Est-ce que des mesures sont prises justement pour qu'on ne revive pas ce que beaucoup ont vécu avec Mbad? Où il y a des responsables politiques qui viennent, qui s'accaparent des terres, alors que les vrais acteurs sont laissés en rade. Oui, absolument. C'est actuellement ce qu'on est en train de faire. Nous sommes en train de mener une vaste enquête qui s'appelle les plans d'occupation et d'affectation des sols. C'est un processus qui est mené avec le Centre de suivi écologique qui met les populations ensemble pour voir quelles sont les terres qui sont utilisées par les communautés, comment le procédé par lequel ils octroient ces terres-là, et de voir aussi la manière de gérer les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs pour permettre justement de déterminer des couloirs de passage, ainsi de suite. Cette étude est en cours, c'est une étude participative. Et en cours, ils ont déposé le premier rapport et on va, au terme de cela, disposer d'une cartographie complète de l'occupation de l'espace et de son utilisation par les gens. Maintenant, c'est au niveau des décideurs, comme vous le savez, c'est au niveau des collectivités locales que l'octroi des terres se fait actuellement. Bon, c'est à ce niveau-là, et au niveau, à la fin de la réforme qui va aboutir avec les travaux de la Commission nationale de réforme foncière, tout ça est mis dans le paquet pour pouvoir mieux gérer, puisque, comme vous le dites, il y aura une ruée quand les conditions auront été optimisées. Bon, tout le monde va vouloir avoir de la terre. Mais il faut aussi noter qu'il y a des gens qui ont acquis des terres là-bas, mais qui ne sont pas totalement utilisées. Tout ça doit être revu dans le cadre de la Commission nationale de réforme foncière. Mais quelles sont les mesures qui sont prises au niveau de vos services pour qu'on ne revive pas ce qu'on avait vu avec Kermamarsar? On a vu que Kermamarsar, à un moment, c'était une zone agricole qui avait une mise en place. Il y a eu l'injonction de la Mauritanie par rapport au fleuve et ça crée des problèmes. Les Israéliens ont commencé à faire là-bas de bonnes choses, mais pratiquement Kermamarsar est mort de sa belle mort. Non, Kermamarsar existe. Kermamarsar vit. Actuellement, il y a les fermes de Anida qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui sont en activité autour de Kermamarsar et ailleurs. Bon, je crois que vous faites allusion au cas de Seine-Huile qui s'était passé à Fanaï et tout ça. Et Seine-Huile est sur la zone. Mais je pense qu'il y a eu un ensemble de travaux, un ensemble de dialogues qui ont été menés pour justement arriver à pacifier et à gérer cette question. Ça ne relève pas de nous. Nous, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est comment faire en sorte qu'il y ait de l'eau en quantité et en qualité, comment faire revivre la plus grande dépression d'avifaune qui est le Ndiaël pour qu'elle puisse revenir sur le registre de Ramsar, puisqu'actuellement elle est sur un registre qui s'appelle le registre de Montreux. Ce sont les sites humides d'importance mondiale qui sont en danger. Et nous voulons le remettre dans les sites humides d'importance internationale qui s'appelle la Convention de Ramsar. Nous y travaillons et je pense que d'ici 2018-2019, le Ndiaël va revenir sur le registre de Ramsar. Il y a quelques années, on a beaucoup parlé du projet du canal du Baol. Par exemple, faire transférer l'eau du lac jusqu'à un certain niveau pour permettre qu'il y ait des activités tout autour. Aujourd'hui, on a vu que le Ferlo est une vaste étendue de terre qui est là, inoccupée et qui peut servir aujourd'hui à nourrir le Sénégal. Est-ce qu'il y a un projet justement avec le lac de Guerre pour alimenter cette zone du Ferlo, pour permettre aux gens de mettre des activités de pêche, d'agriculture dans cette zone? Non, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, au niveau du lac de Guerre, avec ce que nous sommes en train de faire, nous allons optimiser les capacités du lac à pouvoir répondre à toute sollicitation qui sera faite par les
autorités nationales pour justement transférer de l'eau là où on voudra à l'intérieur du Sénégal, notamment dans cette zone dont vous parlez. Il faut se rendre compte qu'on perd chaque année à peu près 11 milliards de mètres cubes qui se jettent à la mer. Il est évident qu'on n'a pas de place ni au Sénégal ni en Mauritanie où on peut mettre les 11 milliards de mètres cubes. Mais en y récupérant une bonne quantité, on pourrait par exemple permettre à transférer de l'eau à l'intérieur du pays. Est-ce qu'il y a une possibilité de mettre en place un canal qui quitte le lac de Guiers qui va... Non, non, il y a eu des études. Il y a eu avant le canal du Cayor. C'était des études qui voulaient qu'on amène de l'eau jusqu'à Thiès. Il y a eu le canal du Baol, des études du canal du Baol qui ont aussi, qui demandaient aussi d'amener de l'eau à l'intérieur du pays vers le Baol. Il y a eu ce qu'on a appelé les vallées fossiles. Toutes ces études sont disponibles. Bon, le problème n'est pas une question d'études, c'est une question de volonté politique et de décision. Et je pense que le gouvernement, en tout cas ce que je peux dire en l'état actuel des choses, c'est que dans le cadre du PSE, il y a cet objectif de la mise en place des corridors céréaliers. Donc, et de ce point de vue, le lac est un instrument à la disposition de l'État du Sénégal pour permettre justement à pouvoir satisfaire les besoins là où on les estime. Est-ce que les moyens financiers sont disponibles pour faire ce travail? Les moyens financiers ne sont pas difficiles. Ce qui est difficile dans le monde, c'est d'avoir un bon projet. Mais les moyens financiers, on les recherche et on les trouve. Mais est-ce que c'est un bon projet de faire un canal qui quitte Saint-Louis, le lac de Guiers, pour aller jusqu'à dans le Ferlo? Oui, ce serait une chose fantastique de faire un projet de cette nature, puisqu'on en parle depuis des dizaines d'années. Le canal du Baol, les vallées fossiles et tout ça, ce sont des idées de comment transporter de l'eau à l'intérieur des terres. Et si aujourd'hui on décide, le président de la République décide de le faire, bon, c'est faisable, il n'y a pas de doute. Parce que la maîtrise de l'eau est importante dans ah oui, c'est essentiel, la maîtrise de l'eau est essentielle. Et là, on la maîtrise actuellement. On la maîtrise au sens et on va continuer à la maîtriser au fur et à mesure. L'essentiel, c'est de maîtriser le réservoir, de maîtriser là où on prend de l'eau et être sûr qu'on a les capacités nécessaires pour pouvoir le faire, ce qui est le cas aujourd'hui. Le lac de Guiers, c'est aussi l'alimentation, comme on l'avait dit au début de Dakar. Mais cette demande, est-ce que le lac est sécurisé? Parce qu'on sait que dans des pays où peut-être, on ne sait jamais, des choses peuvent se passer, des gens peuvent utiliser l'eau à d'autres fins. Oui, dans la phase actuelle, je peux vous dire que toutes les dispositions sont prises pour sécuriser le lac. Le lac est totalement sécurisé par le gouvernement, parce que c'est un des réservoirs stratégiques pour ce pays. Donc, il n'y a aucun doute et toutes les dispositions sont là, mais comme on est dans le domaine de la sécurité, on ne peut pas tout dire. Mais le lac est sécurisé. Ça, je peux vous le... Comment il est sécurisé? Parce qu'il est non, je ne peux pas vous dire comment il est sécurisé. Il est sécurisé, ça c'est la réalité. Nous avons nos forces de sécurité qui sont là, qui sont en permanence dans la zone. Donc le lac est sécurisé de ce point de vue-là. Nous n'avons pas de doute. Maintenant, il faut toujours continuer à améliorer les choses. Le fait de surveiller la qualité de l'eau et de pouvoir avoir des indicateurs de pollution en temps réel par transmission satellite, ça nous permet déjà de surveiller la qualité, parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que l'eau du lac ne puisse pas être détériorée pour justement porter atteinte aux consommateurs finaux. Donc, de ce point de vue, le lac est sécurisé. On a des capteurs aujourd'hui qui nous permettent d'avoir le niveau de pollution sur 9 éléments. Et aussi, il ne faut pas oublier que les usines qui font le traitement font aussi une surveillance qualitative à l'entrée et à la sortie. Donc, de ce point de vue, nous sommes totalement sécurisés. Mais pour les citadins qui vous regardent, les Dakarois aujourd'hui, quand on dit que le lac de Guiers est aussi une zone pour le pâturage et pour aussi la consommation en eau des bêtes, ils ont l'impression que quand les bêtes viennent boire dans cette eau-là, que c'est cette eau-là qu'ils vont boire chez eux. Non, 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 il faut se rendre compte que c'est des quantités astronomiques qui sont en jeu. C'est des millions de mètres cubes qui sont en jeu. Ce que le Dakar prend là-dedans, sur 750 millions de mètres cubes, Dakar ne prend que 67 millions par an. Donc c'est totalement sécurisé. Les troupeaux qui viennent boire cette eau-là, ça n'altère pas la qualité de l'eau. Il faut aussi voir que l'eau se renouvelle continuellement. Le fait d'ouvrir les vannes de Richard Toll et d'ouvrir les vannes de Keur Momar Sarr permet justement
d'avoir une bonne qualité et un bon renouvellement de la qualité de l'eau. Voilà. Amadou Bokoum, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Office du lac de guerre, OLAG. Vous avez un projet aussi qui s'appelle Préfala, qui est dans ce projet qui va aujourd'hui peut-être donner à des Dakarois, aux Sénégalais, un accès à l'eau de qualité, de l'eau brute. Je rappelle aussi que nous étions avec vous dans le cadre de GFM chez vous qui se tient à Saint-Louis, que nous avons jugé bon de vous parler de ce projet qui est à Saint-Louis. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette édition. Merci à ceux qui ont suivi. Au revoir. Merci.